Alors, c'était juste une transition chiffre pour chiffre. On va parler que de chiffres. Mais je pense qu'avec Pascal Ebel, que j'accueille maintenant, Pascal Ebel, vous êtes ingénieur agro, vous êtes docteur en mathématiques appliquées et vous êtes directrice du pôle consommation et entreprise au CREDOC. Vous avez publié la révolte des moutons, pardon, le comportement des consommateurs alimentaires en France en 2012, plus la révolte des moutons, le consommateur prend le pouvoir en 2013, et puis bon nombre d'articles de façon assez large sur différentes publications qui sont là. Vous allez nous parler des tendances urbaines, parce que c'est une chose qui est importante. Alors, est-ce que on passe à la pratique? On a des idées. Est-ce qu'on passe à la pratique? Est-ce que c'est une utopie ou pas? Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Mais l'alimentation, effectivement, de la ville est quelque chose qui est assez compliqué. Je vous laisse intervenir. Vous avez ce qu'il faut? Alors, on va demander à la spécialiste de tout. Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais en effet vous donner quelques éléments pour comprendre les tendances alimentaires en essayant de positionner les urbains, mais surtout les franciliens par rapport à un décalage qui est très fort entre des tendances qui se diffusent très fortement, avec notamment des changements de normes qui sont très très rapides et des pratiques qui sont souvent un peu décalées par rapport à ce que les gens aimeraient faire. Donc pour faire ces travaux, on utilise au CREDOC un système d'enquête qui permet à la fois de mesurer ce que les gens pensent, et puis on demande à tous les interviewés, donc un échantillon représentatif des Français, de remplir un carnet alimentaire pendant une semaine sur tout ce qu'ils mangent à l'extérieur et à domicile. Et on regarde ça depuis 30 ans. Sur l'alimentation, les carnets alimentaires, c'est 20 ans. Et sur ce que les gens pensent, c'est depuis 30 ans. Donc c'est des échantillons de 2000 ménages. Et on interroge tous les individus. Et on interroge aussi des enfants pour regarder le régime alimentaire des enfants et des adultes en donnant en plus des données nutritionnelles. On fait un lien entre les contenus des assiettes et la nutrition et le suivi des recommandations. Donc on en est on est en train de faire la dernière vague en 2019 et on utilise des outils mixtes online et papier. Donc ce qui, moi, m'interpelle un petit peu, c'est je suis ça depuis une vingtaine d'années, et ce qu'on voit, c'est que depuis 2-3 ans, on a des changements plus rapides, en fait, sur ce qui est diffusé dans la société et sur le fait que ce sujet de l'alimentation est devenu un sujet politique dont se sont emparés les médias, les politiques, alors qu'avant, c'était réservé au monde personnel, individuel, et qui était finalement de l'intime, puisque chacun mangeait avec des goûts, avec du partage collectif, et qu'aujourd'hui, on a un changement qui va se faire dans cette relation au goût et qui devient de plus en plus fonctionnel, avec des valeurs qui nous viennent un peu de l'Europe du Nord, où on va manger non pas pour être avec les autres, mais pour sa santé individuelle et en prenant en compte cette nutrition qui est un peu étrange par rapport à notre façon de vivre notre alimentation. Alors d'où ça vient? C'est vrai qu'on a eu des crises sanitaires, et notamment une crise qui a été très très forte. Et quand je prends la population des franciliens, ils sont aussi inquiets que le reste de la population française, mais l'accentuation a été un petit peu plus forte. À une question qu'on pose sur est-ce que vous trouvez que votre alimentation présente des risques importants ou très importants, eh bien, on est aujourd'hui à 2/3 des franciliens qui vont vous dire que oui, ils pensent qu'ils sont inquiets par rapport à cette alimentation. En 95, c'était que la moitié des Français, la moitié des franciliens. Donc cette montée des peurs fait qu'en fait, on est aujourd'hui finalement plus inquiet de son alimentation que de la pollution de l'air. On a vraiment une très forte montée, avec des incidents comme la crise de la fraude à la viande de cheval qui refont monter les peurs. Et évidemment, crise Lactalis, etc., font qu'aujourd'hui, ça continue de progresser. Donc il y a ce sujet qui est mis en débat. On a
des médias qui finalement vont faire ce qu'on appelle un peu du food bashing avec des documentaires à charge qui datent de 2012. Les tout premiers Cache Investigation, c'est 2012, et qui finalement vont influencer les façons de manger et finalement faire monter ces peurs. On parle un petit peu aussi de marketing de la peur. Certains vont réussir grâce à ces sujets à ouvrir de nouvelles voies qui vont progresser. Derrière ces changements, finalement, on a une façon de regarder les choses, puisqu'on a des enquêtes historiques, c'est de voir si ces changements par rapport au lien alimentation-santé, par rapport à un nouveau sujet qui est la prise en compte en plus de l'écologie, c'est de regarder si les changements ne se font pas parce que les nouvelles générations arrivent avec des valeurs qui sont différentes de celles de leurs parents. En fait, les travaux des sociologues ont montré qu'il y a eu une rupture sur les valeurs qui s'est faite notamment avec cette génération qu'on positionne, que j'ai appelée ici hypermarché, avec la génération mai 68, sur d'autres sujets que l'alimentation. On a montré qu'il y avait une très forte modification entre la génération du baby-boom, qui est née après 1946, par rapport à toutes les générations précédentes. Et c'est lié en fait à des changements notamment de société qui sont faits à ce moment-là sur des valeurs comme l'hédonisme qui touche l'alimentation. On a le droit de se faire plaisir en mangeant, ce qui avant était un peu plus compliqué avec des facteurs religieux sur la gourmandise, par exemple, qui étaient un peu à l'encontre de ce plaisir. Et on voit, et c'est pour ça que la dernière génération, je l'ai appelée mieux consommer, des changements, notamment sur cette relation alimentation à la santé, et avec l'arrivée d'une autre valeur, mais qui est vraiment portée par les mêmes facteurs culturels, qui est cette relation de l'homme à la nature au travers de l'écologie. Et on voit arriver notamment le bien-être animal, qui fait partie de cette relation de l'homme à la nature, où on va incorporer l'idée que non pas comme dans nos cultures qui viennent de la philosophie des Lumières, l'homme est au-dessus de la nature, mais que l'homme fait partie de la nature et donc on doit considérer l'animal comme quelqu'un de proche et donc l'intégrer dans notre façon de manger aussi. Et ces changements-là sont très très rapide. Alors pour illustrer, au Crédoc, on a des historiques depuis 1980-1978 et notamment sur la préoccupation écologique, environnementale. On pose une question qui est qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Donc c'est vraiment des sujets de société très larges. C'est le chômage, la pauvreté dans le monde, en France, l'immigration, la violence, l'insécurité, les maladies graves et dégradation de l'environnement. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en premier, en second? Et on voit bien, alors avant les années 90, c'était moins de 5% de Français qui se préoccupaient de la dégradation de l'environnement. Et puis on voit fortement progresser cette préoccupation, et notamment avec le Grenelle de l'environnement qui a révélé ce sujet au public, alors qu'évidemment les scientifiques ils travaillaient depuis très très longtemps. Depuis 70, on sait qu'il y a un changement climatique. Et évidemment, comme ma question est posée en premier, en second, avec la crise économique, ça avait un peu baissé, le chômage a progressé, mais par contre, on voit qu'entre 2017 et 2018, ça revient et ça explose. 7 points dans une enquête de ce type, c'est énorme. Et on voit bien que ces valeurs de relation à l'écologie sont fortement portées par les jeunes générations. Ce que je suis, c'est au cours du temps, depuis 78, par exemple, je prends ma génération hypermarché et je regarde combien dans cette génération vont être de plus en plus préoccupés par l'environnement. Donc ça progresse à peu près de la même façon dans toutes les générations, mais vous voyez que entre 2005 et 2018, les générations les plus âgées ont un niveau beaucoup plus faible, et on voit même que ça baisse, c'est-à-dire qu'après 60 ans, on ne sera plus là en 2050, donc on est moins préoccupé de la dégradation de l'environnement, alors que les générations qui sont plus jeunes, et les très jeunes, sont les plus nombreux. C'est que vraiment pour les gens qui ont entre 18 et 24 ans, c'est leur grande angoisse. La marche du climat a lieu tous les vendredis. Ils étaient encore là vendredi dernier. Ils sont dans la rue. Ils signent l'affaire du siècle. C'est vraiment un sujet de débat médiatique qui est très fort. Et c'est porté par les jeunes
Et dans l'alimentaire, on va vraiment voir ça, et par les très diplômés. Il y a vraiment cette rupture en France, cette fracture entre ceux qui vont porter ces sujets du lien alimentation-santé et de l'écologie dans l'alimentation. Et là, on le voit très nettement, ceux qui mettent en premier la dégradation de l'environnement, ce sont avant tout des gens qui ont au moins Bac+3. Et donc évidemment, les plus jeunes sont plus diplômés, donc les plus âgés et les moins diplômés se préoccupent peu de ce sujet. Et sur le lien alimentation-santé, eh bien, on voit un effet de génération qui est là et beaucoup plus récent. La question, est-ce que vous pensez que ce que consomme votre foyer a une influence sur l'état de santé des individus du foyer? Eh bien, on voit bien que ça a progressé au cours du temps dans toutes les générations, mais la très jeune génération est au-dessus. Et ça, c'est nouveau, parce que penser à sa santé du futur et mettre en place de la prévention santé, ce n'était pas quelque chose auquel on était habitué en France. Et les jeunes, on avait beau leur faire des campagnes anti-tabac, anti-alcool, ça ne marchait pas du tout. Et là, ça marche, puisque pour la première fois, les très jeunes fument moins et boivent moins. Et on a cette société, et on l'entend partout, c'est qu'avant, ce qu'il fallait, et on met beaucoup d'argent dans le curatif, on soigne des malades. Et aujourd'hui, on commence à se dire, eh bien, si on pouvait faire de la prévention pour que les gens ne tombent pas malades. Et les sociétés du nord de l'Europe ont toujours pensé comme ça. Donc, on a vraiment cette influence qui arrive. Et donc, dans notre alimentation, et à cette question du goût, on a une façon d'aborder les choses. On pose la question, si je vous dis aliments de qualité, à quoi pensez-vous? Dans les années 2000, les premières réponses, eh bien, c'est le goût, notre alimentation. Et quand on comparait par rapport à d'autres pays, on était avant tout sur le goût. Un aliment de qualité, c'est bon pour le goût, c'est du partage, c'est de la convivialité. En 2000, montée des peurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la représentation de ce goût, de cet aliment, passe du bon, du goût, vers du frais, l'aspect. Il y a toujours le goût en 2007. Et entre 2007 et 2015, qu'est-ce qui se passe? Crise de la fraude à la viande de cheval, des documentaires à charge. Eh bien, le premier mot, eh bien, c'est quoi? C'est bio. C'est-à-dire que pour ces Français qui idéalisent un monde mythique, naturel, sur lequel on aurait l'homme, l'action de l'homme aurait été nulle, eh bien, l'idéal de l'idéal, qui va vers l'écologie et de la santé individuelle, c'est l'agriculture biologique. Donc c'est un mythe, c'est cet idéal, la seule réponse finalement qu'on a pu proposer à ces montées d'inquiétude, ces attentes écologiques. Et on voit arriver aussi un autre idéal qui est le brut. C'est de consommer des légumes, des fruits, de la viande et des produits qui ne sont pas du tout transformés. Et il se passe quelque chose entre 2015 et 2018, c'est qu'en 2015, on était à demander à l'agriculture de supprimer tout ce qui était intrants chimiques, puisque la première peur, c'était les pesticides. L'affectif vis-à-vis de l'agriculteur a progressé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des crises sur l'agriculture, des crises de l'élevage, la dénonciation de la juste répartition de la valeur. Et donc, il y a un glissement. Et entre 2015 et 2018, on a à équivalent, en termes de mots cités, le bio et un autre mot qui est apposé évidemment à d'autres caractéristiques, qui est le sang. C'est que ce n'est plus l'agriculture qu'on va mettre en débat, mais c'est l'industriel. Et donc aujourd'hui, on est contre les produits ultra transformés et on veut du sang. Il y a toujours le sang pesticide, mais aussi on veut du sang colorant, sans additifs, sans conservateurs. Donc on challenge l'industrie agroalimentaire et évidemment on ne veut plus des grands, des gros, des multinationales. Mais derrière le sang, c'est venu d'une offre. C'est parce que les distributeurs ont proposé les premiers sans OGM Carrefour. Si on sait d'ailleurs comment
cet acteur-là a pu financer des travaux pour démontrer que les OGM n'étaient pas bons pour la santé, et des sans aspartame, donc ça date d'il y a 10 ans. Hein. Donc c'est ça qui finalement a fait que les consommateurs ont trouvé autre chose et qui va répondre aux mêmes angoisses desquelles était né le sans pesticides et le bio. Quand on regarde les différences, alors j'ai regardé ici, c'est des différences en termes de mots qui sont cités par les gens qui vivent en Île-de-France, et puis j'ai comparé alors, par rapport à ceux qui sont dans le Nord, par exemple, eh bien on voit qu'évidemment, comme ceux qui sont les plus sensibles aux préoccupations environnementales, mais aussi à la santé, c'est que c'est en Île-de-France, on va avoir des mots qui sortent, qui ne sont pas sortis ailleurs, où on va être le plus favorable à retrouver du fait maison et des produits pas trop gras. Hein, c'est ces mots-là qui se distinguent dans la population francilienne, mais on voit aussi arriver évidemment un peu plus chez les franciliens du sans additifs, sans conservateurs, des produits qui ne soient pas trafiqués, de l'agriculture raisonnée. Hein, ils utilisent le terme raisonné. On ne voit pas apparaître plus spécifiquement dans cette région le bio, qui est partagé par beaucoup de consommateurs. Il y a peu de différence sur l'utilisation du mot bio. Et par contre, dans le Nord, eh bien, on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. On est plus à rechercher des marques, des produits qui sont marketés, où on fait attention à l'aspect et au label, qui sont les premiers critères, les premières offres de produits qui garantissent du goût et qui sont les plus connus par les Français. Donc voilà un peu comment se décrit un petit peu l'évolution de cette représentation du goût de l'alimentation. Si on regarde maintenant comment changent les pratiques, donc il y a un changement très très fort, très rapide. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire? Eh bien oui, il y a quand même par rapport à certains sujets comme le bien-être animal où ça s'emballe, la consommation de produits carnés, de viande a baissé de 12% en 10 ans et la proportion de végétariens est très faible malgré tout ce qu'on entend, mais on a quand même, par exemple, que dans la population francilienne, on était à 0,2% de gens qui se déclaraient végétariens en 2007. 10 ans après, on est à 1,5%. C'est des très très petits pourcentages, mais on a l'arrivée de gens qui, alors c'est le flexitarisme, la définition, c'est régime transitoire avant de devenir végétarien, eh bien on est à 35% et c'est cette partie de la population qui augmente tous les ans. Et on réduit sa consommation de viande dans certaines populations. Et encore une fois, alors qu'en 2007, les flexitariens, c'était plutôt des gens qui le faisaient parce qu'ils avaient peu de moyens, eh bien aujourd'hui, ceux qui le font, par exemple, le lundi vert en est évidemment une expression, ce sont les catégories les plus diplômées. On a toujours et avant tout le niveau de diplôme qui va jouer sur les comportements et le contenu des assiettes. La consommation de bio se développe et vous le voyez là, si je compare l'unité urbaine parisienne par rapport à la province, eh bien c'est bien dans l'unité urbaine parisienne qu'on trouve le plus de consommateurs de bio et l'Île-de-France qui est une image aussi de l'unité urbaine puisqu'on est à 41% contre 35% en province et une progression très forte ici, puisqu'on était à moins de la moitié, 40% de franciliens qui consommaient du bio en 2007 et aujourd'hui on est à 60%, donc les ratios s'inversent. Mais la contrepartie de ces comportements, c'est qu'il y a un phénomène qui se développe et qui correspond finalement à l'évolution des modes de vie. C'est que oui, on va faire des petits gestes pour préserver sa santé ou pour préserver la planète. Et là, je vous ai plutôt illustré ce qu'on fait pour préserver la planète, le bio et la consommation végétarienne ou la diminution de consommation de viande. Mais on a une évolution de mode de vie qui fait qu'en pratique, sur le contenu de notre assiette, eh bien, parce qu'il y a une reprise économique, il y a quelque chose qui explose, c'est la restauration hors foyer. C'est que malgré le fait de vouloir consommer du fait maison, eh bien, en 10 ans, on consomme de plus en plus à l'extérieur. Donc là, on le voit
quand on compare 2007 à 2017, ici, c'est est-ce que vous mangez, vous prenez tous vos repas à domicile? Eh bien, on a 4 points moins de gens qui mangent à domicile pour leur déjeuner le week-end chez les franciliens. Et puis, si je compare les franciliens par rapport à la province, on est beaucoup plus nombreux en Île-de-France à consommer à l'extérieur. Il y a 15 points de différence sur les déjeuners. Notamment, 45% des franciliens consomment leur déjeuner à domicile, alors que c'est 60% en province. On a fait pour la région Île-de-France, le Servia, une étude spécifique sur les franciliens, et on constate qu'à des questions sur quand vous prenez un déjeuner, est-ce que ce déjeuner n'est pas fait de façon très rapide, et on a utilisé le terme déjeuner sur le pouce. Eh bien, quand on est dans la ville de Paris, quand on est parisien, on est 45% à considérer que le déjeuner qu'on prend les jours où on travaille, c'est pris sur le pouce. Quand on regarde un peu plus loin de Paris, on voit que c'est moins fort. Donc, quand on est très, très urbain, on mange beaucoup plus à l'extérieur. Et on prend des repas qui sont très rapides, qui sont consommés sur le pouce, qui ne sont plus composés des mêmes ingrédients. Et notamment, on a une durée qui baisse et surtout beaucoup moins de composantes dans le repas. Si je vais un peu plus loin sur cette question du déjeuner dans les journées où je travaille, quand on compare les déjeuners des actifs en Île-de-France par rapport aux déjeuners des inactifs, on voit bien, et le chiffre est quand même très important, c'est qu'il n'y a que 25%, il n'y a qu'un déjeuner sur 4 quand on est actif dans la semaine qui est pris à domicile. Il y en a 1 sur 4, et ça c'est quelque chose aussi qui traduit le fait qu'on est inquiet de notre alimentation, qui sont des produits qu'on mange sur le lieu de travail en le ramenant de chez soi. C'est le phénomène de la gamelle, ou certains parleront du phénomène du bento. C'est cette question, et là on voit qu'il y a derrière ce geste-là, alors que l'économie va mieux, de femmes, on voit que c'est plutôt féminin, qui étant inquiètes de ce qu'elles mangent, vont le rapporter de chez elles pour maîtriser leur repas. Donc on prend des repas sur le lieu, en emportant de chez soi, et puis évidemment sur le reste on va être à l'extérieur, restaurant d'entreprise, ou on va manger dans un restaurant ou chez des amis. Donc il y a vraiment ce poids très fort de la restauration qui s'est développé. Et alors qu'en 2007 on avait fait la même enquête, la même exploitation de nos données pour l'Île-de-France, pour le Servia, alors qu'en 2007, on disait en Île-de-France, on a une meilleure consommation. Alors évidemment, je mets des guillemets sur meilleur, puisqu'on était dans la région où on mangeait le plus de fruits et de légumes. Et on avait plutôt, en tous les cas, ces indicateurs d'une alimentation qui apparaissait plus saine. Eh bien, en 2016, c'est complètement l'inverse. On a eu en 10 ans un changement de contenu des assiettes qui est phénoménal. Là, c'est la comparaison sur Île-de-France par rapport à province. Donc, j'ai mis plutôt avec un nuage de mots, sinon il y avait beaucoup de barres. C'est tout ce qui est surconsommé. Et le surconsommé, c'est de l'ordre de 1,7 fois plus en Île-de-France par rapport à la province. Ce sont avant tout des sandwichs, 1,7 fois plus, des pizzas, du soda, donc vraiment des produits qui sont consommés, qui correspondent à des produits consommés hors foyer, des jus de fruits, des plats composés, alors du lait, mais du riz. Le riz, c'est vraiment l'indicateur, le marqueur de ce qui est consommé plutôt dans des restaurants. Et quand je compare en évolution, eh bien, ce sont ces produits-là qui, évidemment, ont doublé. Quantité, on est aussi 1,7 fois plus de sandwich aujourd'hui qu'il y a 10 ans. 10 ans, c'était presque hier. Plus de pizza, plus de volaille, plus de plats composés, plus de soda, etc. Donc on est vraiment passé d'un modèle interne au domicile à des produits plutôt externalisés, même si on les mange chez soi. On peut faire des sandwichs et c'est complètement générationnel. Les jeunes, c'est 3 fois plus, 4 fois plus de sandwichs que les générations précédentes au même âge. Mais derrière, donc, c'est
contradiction. On a une autre contradiction par rapport à la planète, hein, c'est qu'il y a un peu un signe de distinction distinctif de catégories plus diplômées qui vont aller vers des petits gestes pour la planète, hein, par exemple acheter du bio, manger moins de viande. Et juste une petite anecdote qu'on a présentée dans un 4 pages sur cette déconnexion entre les pratiques et ce qu'on a envie de faire. Les plus urbains, très diplômés, voudraient protéger la planète. On a un idéal de préservation de long terme de la planète. Mais quand on regarde qui prend l'avion, eh bien, plus on fait ces petits gestes pour la planète, comme par exemple manger moins de viande ou acheter de l'occasion ou acheter des produits bio, eh bien, plus on prend l'avion. Donc peut-être que pour se dédouaner, eh bien, on fait ces gestes-là. Bon, ça, c'était un petit peu pour montrer les contradictions. Simplement pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que si on se projette, hein, mais en conclusion de la journée, vous aurez Pierre Irverna qui vous fera un peu de la prospective. On voit bien que la conscience écologique est montante. Elle va continuer de progresser. Elle concerne les plus jeunes et les plus diplômés, ceux qui prennent la parole dans les médias. Et vous savez ça s'entretient, hein, que ceux qui regardent le plus les médias, qui lisent le plus, ce sont les plus diplômés. Et donc ça va tirer les choses, puisque les autres vont copier. Et donc on va aller vers une consommation de plus en plus de produits végétaux, de protéines végétales, de moins en moins d'animal, hein. Je vous ai cité la consommation de produits de viande, de produits carnés, mais les produits laitiers, c'est une baisse de 20% en 10 ans. On a moins 21% en volume de consommation de produits laitiers, notamment parce que la baisse de lait est phénoménale. Les jeunes générations en consomment beaucoup moins et tout le monde en consomme moins parce qu'on a fait des mouvements anti-lait, moins de lactose, etc. Et donc même la consommation de fromage baisse entre 2013 et 2016, et ce n'est pas compensé par ce qui augmentait, hein, qui était le râpé dans les repas. Donc on a vraiment ce mouvement-là qui est enclenché, où on veut aller vers une alimentation qui soit bonne pour sa santé. Donc on recherche des produits fortifiés, exemple bleu blanc cœur de tout à l'heure, hein. Les très jeunes sont attentifs à ça, et on va aller vers du vrac, du bio, du circuit court dans les comportements. Et puis on constate, hein, qu'il y a toujours aussi dans cette dimension écologique la volonté de consommer du local qui est forte, hein, à la fois parce qu'on veut protéger les emplois, ça s'est beaucoup développé au moment de la crise économique, mais c'est toujours très fort. Ça rassure d'avoir un lien social et de rencontrer l'agriculteur comme font les fermes de Galie. Voilà, je vous remercie. Donc, merci Pascal Ebel pour cet éclairage. Alors ce qui est très intéressant, c'est tous ces éclairages chiffrés qui vont trouver un écho cet après-midi dans les deux tables rondes. L'une qui est sur le circuit court, on a parlé de tout ça, et l'autre qui est sur, alors opposition ou pas opposition d'ailleurs, sur la viande et les fruits et légumes. Ça nous permet effectivement d'avoir une assise réelle, chiffrée, pour pouvoir après ça débattre de façon importante. Ce que je vous propose, ce que je vais proposer à Philippe, c'est qu'il vous propose quelque chose. Voilà. Merci Dominique. Donc je suis Philippe Leroux, je suis un fidèle de ces universités, j'y suis depuis le début. Et je m'aperçois que certain nombre de personnes que je dévisage aujourd'hui sont là depuis longtemps également. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on est ici dans une rencontre intellectuelle, une rencontre culturelle, un décryptage, mieux comprendre, mais c'est aussi une rencontre humaine. Et au fond, pourquoi pas ne pas nous mettre un peu plus en connexion les uns avec les autres, c'est-à-dire vous-même et vous-même, autour de ces sujets, pour aller encore davantage renforcer cette communauté d'adeptes, de passionnés de cette magnifique histoire du goût. Donc ce que je vais concrètement vous proposer, c'est de faire pour un sur deux d'entre vous un petit pivotement à 180 degrés pour constituer des petits groupes de réflexion, donc pour vous retrouver à 4 ou 5, pour qu'on puisse ensemble essayer d'élaborer des questions
à poser à Pascal. Donc je vous laisse 5-10 minutes faire connaissance, partager vos réflexions. Moi, je vais être le gardien du temps aussi, donc c'est pas 10 minutes, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes parce qu'après ça, il faut qu'on repose les questions. Donc il faut que ça tourne. Et de faire émerger dans vos petits groupes des questions qu'on posera à Pascal. Voilà, à tout de suite. Catherine, je vous passe le micro. Oui, donc on a travaillé en groupe. Et donc Madame Ebel, en fait, le CREDOC travaille sur des tendances longues au niveau national et français. Et nous, ce qui nous interpellait, elle a parfois cité en référent l'Europe du Nord. Et on voulait savoir si elle avait des points avec, entre guillemets, des CREDOC allemands, italiens, espagnols, je ne sais pas, pour dire si cette tendance alimentaire qu'on voit en France, quelles étaient les différences, par exemple, entre Europe du Nord, Europe du Sud, puisqu'on le sait bien, tous ici, c'est très culturel, notre façon de se nourrir. On a comparé, on a fait la même question sur si je vous dis qualité, à quoi pensez-vous? On l'a posé aux Allemands, on l'a posé aussi aux Allemands, aux Anglais, aux Allemands et aux Japonais. Donc si je réponds que sur l'Europe. Et ensuite, on a quand même des enquêtes aussi européennes d'Eurostat. Donc sur la question des risques alimentaires, il y a une très belle carte que je pourrais vous envoyer d'Eurobaromètre de 2010 sur quel est pour vous le premier risque alimentaire. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 pays, et ça étonne, hein, c'est que pour les Suédois, les Finlandais et les Anglais, la première peur sur les aliments, c'est le bien-être animal. Donc ce qui vous montre en fait que dans ces pays-là, on n'a pas du tout la même chose. Et dans les pays proches de la France, hein, donc l'Italie, mais aussi les Allemands, la première peur, c'est les pesticides. C'est juste pour vous montrer les différences. Après, si je vous dis aliments de qualité, eh bien, il y a une chose qui nous interpelle beaucoup, c'est que les Allemands et les Américains, ils mettent en premier le goût, alors que nous, on met en premier le bio. C'est-à-dire que eux, on a toujours écrit que finalement, c'était très français d'être très sur le partage, le goût, eh bien finalement, on s'en est tellement éloigné du goût que les autres nous ont rattrapés. Mais par contre, derrière le goût, il y a tout de suite, alors ça dépend, on a fait le Japon, les Japonais, c'est 100. Alors eux, le premier mot, c'est 100, parce qu'eux, ils sont à fond sur le sang colorant, etc. Et les Américains et les Allemands sont aussi sur le bio et le sang. Il y a une différence chez les Allemands, c'est qu'eux, ils citent beaucoup santé. C'est-à-dire qu'un aliment de qualité, c'est lié à la santé. Et nous, ce qu'on dit, c'est naturel. Hein, c'est qu'après bio et sang, nous, c'est tout de suite naturalité. Évidemment, on associe bio et naturel. Mais il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Si je vous montrais les nuages, on voit bien que c'est partout pareil. Hein, en fait, hein. Même les Chinois vous demandent du bio. Quoi, en fait, hein. C'est pas du tout caractéristique des pays développés. Oui. Attendez. Chut, on est enregistré, donc. Est-ce que les Français et les Allemands ne mettent pas le goût du goût en avant et préfèrent mettre le bio parce qu'ils tiennent pour acquis le fait que ce soit bon? Oui, bien sûr, mais voilà, le bio, il n'est pas fait pour être bon au goût, donc c'est quand même symptomatique. C'est-à-dire que la définition, ils auraient dit label rouge. Label rouge, en effet, c'est du goût. Hein, c'est garanti d'avoir un goût. Le bio, c'est pas garanti que ce soit bon au goût. Donc, en effet, d'ailleurs, derrière le bio, c'est un mythe de ça. Quand on regarde les qualités du bio, il a tout, le bio. Il est meilleur au goût, meilleur pour la planète, meilleur pour la santé. Donc c'est qu'il y a quand même un glissement qui s'est fait. Merci Pascal. Allez, autre petit groupe. Oui, madame. Alors, ce qui nous a interpellés dans votre présentation, c'était l'augmentation de la consommation de sandwich dans la nouvelle génération. Et du coup, on se demandait comment vous pouvez influencer notre jeune génération à manger vite, sain, et d'autant plus qu'ils ont a priori été élevés dans des familles où on ne faisait plus la cuisine, il n'y avait plus la cuisine familiale. Comment orienter faire changer ces habitudes? Merci.
Alors en effet, vous l'avez dit dans votre question, c'est-à-dire que si on mange des pizzas et des sandwichs, et c'est ce qui augmente le plus dans le régime alimentaire des Français, c'est pour des raisons de temps en fait. C'est pour gagner du temps dans le repas, pour gagner du temps dans la préparation, et puis ça fait pas de vaisselle quand on mange un sandwich chez soi. Et donc comment faire pour améliorer? Eh bien en fait, moi je pense vraiment que c'est d'améliorer la qualité des sandwichs et des pizzas. C'est plutôt la seule solution parce qu'il y a en effet eu un retour du fait maison. Ça, c'est vrai qu'il y a vraiment eu les temps passés à faire la cuisine ont augmenté, mais ça s'est quand même concentré chez les plus jeunes, c'était des jeunes femmes, mais dans les catégories aisées. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout gagné ceux qui en auraient eu le plus besoin pour gagner de l'argent, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un retour parce qu'il y a une crise économique, je fais un peu plus chez moi à manger. Mais en fait, il y a vraiment des évolutions de mode de vie. On l'a dit, les gens vivent plus en ville et le temps domicile-travail a beaucoup augmenté. Donc quand vous avez moins de temps dans la journée, demandez aux gens de faire plus la cuisine, que les gens aillent de plus en plus vers la restauration quand l'économie va mieux. On se fait livrer de plus en plus de repas. Eh bien, il faut que ce soit la qualité de ce qui est en restauration, parce qu'autant il y a eu de gros progrès sur ce qui est dans la grande distribution, autant sur tout ce qui est restauration, il n'y a pas de label, il n'y a rien, et il n'y a pas de garantie que les produits soient frais, etc. Donc c'est plutôt ça. Après, sur l'histoire du faire soi-même, eh bien, ce n'est pas une question évidemment de contrainte d'argent, c'est une question de contrainte de temps. Et il y a de plus en plus de choses que les gens ont envie de faire eux-mêmes. Donc il y en a qui font beaucoup plus de bricolage. En ce moment, les gens réparent leur voiture. Donc le temps, il n'est pas extensible. Donc il faut toujours raisonner comme ça. C'est-à-dire que quand on parle des budgets, c'est pareil. Le logement a tellement explosé. Enfin, je vous montrerai les courbes. C'est-à-dire que c'est vraiment complètement comme ça, quoi. C'est-à-dire que comment voulez-vous faire voilà, et la question de faire diminuer le budget du loyer, de l'électricité, etc. On n'est pas prêt d'y arriver. Donc c'est pas des choix. C'est pas par choix qu'on décide d'amener des plats préparés chez soi. On peut pas. Il y a des gens qui vivent très loin, qui passent du temps dans les transports et qui n'ont pas d'autre solution que de manger ces produits-là. Et plus on est en ville, donc en effet, il y a un effet d'offre. On est bien d'accord. C'est que si on n'avait pas accès à des sandwichs, on ferait peut-être différemment. Mais c'est vrai que plus on est en ville. Et ça, on le voit bien, ceux qui vivent, les Parisiens qui sont les plus diplômés, etc., c'est ceux qui vont le plus manger de sandwich, etc., alors que ce sont chez eux qu'on trouve ceux qui aimeraient manger le plus de fruits et de légumes. Mais ils n'y arrivent pas parce que l'offre, moi je crois qu'il y a un vrai problème d'offre dans la restauration. On ne mange jamais de fruits en restauration, en dehors de la restauration d'entreprise. Ça n'existe pas. Merci. Je prends une autre question. Un petit sous-groupe. Ah, voilà. J'arrive. Bonjour, on aimerait comprendre d'où vient le fait que le lait de vache aujourd'hui étant décrié, alors que ce n'était pas le cas dans les années 50. J'aimerais aussi savoir est-ce que c'est la même chose dans les autres pays européens, en Angleterre par exemple. Et ma dernière question, c'est est-ce que ça vient du lait UHT? Parce que par exemple, par rapport à l'Angleterre, il y a une forte consommation du lait UHT en France. Merci. Alors, les mouvements anti-lait, ils sont plutôt liés à tout ce qui est en train de se développer sur le bien-être animal. C'est l'antispécisme, vous connaissez L214, c'est philosophique, c'est-à-dire que c'est des mouvements de gens qui pensent que on est le seul mammifère à avoir continué à boire du lait après l'arrêt de l'allaitement et qu'on pourrait vivre sans lait. Donc ça, c'est quand même ça qui a été diffusé comme message et qui gagne les plus jeunes. Et vous savez que quand on arrête de manger du lait, de boire du lait, eh bien, on n'a plus les enzymes pour le digérer. Donc, c'est comme le sans gluten, etc. Donc, ces mouvements-là d'éviction, ils sont nés vraiment de la relation de l'homme à la nature. C'est vraiment de la place de l'homme par rapport à la nature. Et donc, pourquoi l'homme allait exploiter et donc on a ça sur le lait, on n'a pas ça sur les œufs. Ça va peut-être s'arrêter, et on va peut-être atteindre un maximum, mais c'est pas lié au lait UHT. Peut-être que ça a diminué
C'est surtout, et c'est pareil, c'est parce que on consomme autre chose à la place. C'est dans les usages en fait, hein. C'est-à-dire que le yaourt a remplacé les fruits dans les fins de repas parce que c'est plus pratique, ou ça a remplacé. Il y a vraiment un effet de génération dans l'autre sens. Bon, sauf que là, c'est en train d'être un peu balayé par des mouvements anti-industrie. Hein. Pourquoi est-ce que la consommation de yaourt? C'est parce que dans l'imaginaire, on pense que c'est très industriel et que c'est pas un produit brut et qu'on a envie de manger des produits bruts. Le lait, moi, je crois qu'il y a eu la quantité de lait qui était fortement consommée avant, c'était dans le café au lait. Et il y a eu depuis longtemps des messages en disant bah non, le lait mélangé au café, c'est pas bon pour la santé, quoi. Enfin, c'est souvent des choses qui viennent, alors peut-être de réalités scientifiques, hein, et qui ensuite on prend des habitudes de ne pas en consommer. Et du côté des enfants, c'est vrai que du côté jusqu'à 3 ans, on continue à boire du lait, et après ça baisse beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que c'est du côté des jeunes enfants et des adultes où ça baisse beaucoup. C'est pas lié à la qualité du lait, c'est pas lié au goût du lait, hein, c'est vraiment lié à des messages nutritionnels ou à des messages écologiques, enfin sur le bien-être animal. Bien. Merci Pascal. Pascal Ebel.